Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui l'honorable Cheikh Tidiane Traoré. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, je reçois aujourd'hui l'honorable Cheikh Tidiane Traoré, donc, qui nous est venu directement de la Guinée-Conakry. Bonjour, honorable. Bonjour, mon cher frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes venu de la Guinée-Conakry. Très bien, je viens de la Guinée. Il n'y a qu'une seule Guinée. Ah, il y a plusieurs Guinées. Non, il y a Guinée-Bissau, il y a Guinée équatoriale, il y a Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nouvelle-Guinée et la Guinée-Conakry. Non, et la Guinée. Et la Guinée. D'accord, qui a ok. pour capitale Conakry. Conakry. Mais les gens ont l'habitude. Oui, c'est devenu une habitude, mais en réalité... Avant même, les gens l'appelaient la Guinée-Sékou Touré. Exactement. Mais officiellement, c'est la République de Guinée. C'est la République de Guinée. Qui a pour capitale Conakry. Conakry. Très bien. Alors, face à la caméra, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis donc honorable Cheikh Tidiane Traoré, vice-coordinateur général de la synergie Mamadi Doumbouya 2025 pour le dialogue et la paix. Je suis par ailleurs consultant indépendant et je gère un cabinet qui s'appelle Djembekan, qui fait de la communication stratégique et du lobbying. Je suis là aujourd'hui pour parler de Mamadi Doumbouya, de la Guinée et d'autres sujets. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, ma première question, comment va la Guinée? La Guinée va comme un charme. Comme l'a dit l'un de nos illustres artistes, la Guinée est notre paradis. Nous sommes en train de transformer ce dont Dieu nous a dotés en paradis. Et je pense que par la magie du verbe, nous sommes en train de passer des intentions à la mise en œuvre réelle. La Guinée va comme un charme. Alors, donc, depuis l'arrivée au pouvoir donc, du président Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qui a concrètement changé en Guinée? En 2021, quand il est arrivé, j'ai observé personnellement une période d'observation. Excusez-moi de la redondance, si ça permet de comprendre. J'ai déjà cherché à connaître l'homme. J'ai essayé de connaître c'est quoi les légionnaires. J'ai cherché à connaître leur philosophie. J'ai remis ça à la gestion du général Lansana Conté qui, après tout, ramenait tout à l'art militaire pour pouvoir gérer le pays, pour que je sache comment ce homme pourra l'être. La première des choses, c'est que j'ai compris qu'il n'est pas bavard. Il est très avare en parole, mais très prolixe en actes. Il a ouvert les grands chantiers, qui étaient des déclarations d'intention, de bonne intention, et j'ai vu qu'il va dans ce sens. Je me suis dit aussi, dans le cadre de la sociométrie de l'histoire du pays, j'ai essayé de relire le roman de Dramos de l'enfant noir, qui a prédit l'arrivée d'un lion qui va faire de la Guinée la locomotive de l'Afrique occidentale. Et j'ai commencé à voir les réalisations. Ce ne sont pas des réalisations qui ont été projetées depuis le 2021, mais qui étaient là dans les tiroirs, qu'il est en train de transformer en actes visibles et palpables. Depuis plus de 60 ans, c'est la première fois que presque la totalité des préfectures de la Guinée sont en train de connaître les premiers kilomètres de bitume. L'enseignement public est devenu gratuit désormais de l'école primaire à l'université. C'est vrai que la Guinée est un scandale géologique, mais cela ne pourra avoir aucun impact sur la Guinée d'aujourd'hui et de demain si la ressource humaine ne va pas avec. Dans la mesure où la Guinée est pays partie des accords de la CEDEAO où il y a la libre circulation des hommes, des biens et des services. Cela veut dire que quand il y a un appel d'offres, une offre d'emploi en Guinée, les 15 autres pays, les 14 autres pays membres de la CEDEAO peuvent venir postuler en Guinée. Oui. Cela veut dire que si on ne forme pas la ressource humaine, on va
nous occuper des travaux subalternes et les gens viendront prendre l'essentiel pour aller mener dans leur pays respectifs. Et de bon droit. Mais deux choses ont frappé fort mon attention et qui m'ont vraiment convaincu que je dois le soutenir. J'ai été député de la 7e législature. On a eu deux projets phares. Le premier, c'était Simandou. On a eu tous les problèmes du monde. On a dit que le multimodal, dans le cadre du transport du minerai, n'était pas possible, qu'il fallait passer par le Libéria. Je rends hommage au général Lansana Conté à cette occasion. Il a dit, je ne nourris pas les gisements de fer de Simandou, je l'ai trouvé là. Ceux qui viendront réaliser ce projet et que le chemin de fer multimodal passe à l'intérieur de la Guinée, quand ils viendront, ils mettront en œuvre. Il a refusé des accords. Sinon, presque tout était à maturité au niveau de l'Assemblée. Aujourd'hui, ce à quoi nous ne sommes pas parvenus, ils l'ont fait avec autorité. Ils ont dit, c'est la conditionnalité, c'est le ticket d'entrée. Mais avec les investisseurs, c'est-à-dire avec... Avec les investisseurs, et à l'époque même, il y avait des investisseurs. Mais les investisseurs ne voulaient pas investir dans les infrastructures ferroviaires. Aujourd'hui, il y a plus de 600 km. Au mois de juin prochain, les premières tonnes de minerais de fer viendront de la région forestière à la Basse-Guinée, à la côte. Je leur tire un chapeau melon pour ça. Non seulement les infrastructures sont là, mais les chemins de fer deviennent la propriété de la Guinée. Et à côté de ce gigantesque projet minier, un programme de développement a été mis en place qui s'appelle Simandou 2040, qui est un corridor qui va drainer un ensemble d'infrastructures, d'activités économiques, d'activités culturelles, de désenclavement, de lutte directe contre la pauvreté des populations des zones traversées. Sans compter l'ouverture que ça va faire, par exemple, dans le cadre du transit malien. Ça va rapprocher davantage les ports de Guinée qui sont un atout naturel par rapport au transit malien qui est enclavé. C'est un projet dont les bénéfices seront à effet multiplicateur. Aujourd'hui, ce n'est plus dans une phase de conception, mais c'est dans une phase palpable. Quand j'ai été en mission de l'Assemblée au Brésil, quand j'ai vu les tunnels, j'ai dit, mais mon Dieu, est-ce que de mon vivant, je verrai un jour des infrastructures de cette nature avec des tunnels en Guinée. En Guinée. Et Dieu a fait que de mon vivant, je commence. Le Simandou a, je crois, si ma mémoire est bonne, 11 km de tunnel. C'est une fierté pour tout Guinéen de voir ça, que ça c'est désormais un acquis. Mais Dieu a fait que ce soit au temps de Mamadi Doumbouya. Premier exemple. Le second, j'ai été membre de la commission défense. À l'époque déjà, il y avait un gros problème. L'acteur chancelier des hommes en Guinée est venu voir la 7e législature parce qu'il y avait un programme de recrutement qui était lancé. Il avait nous dit que vraiment, il nous a fait le diagnostic de l'armée guinéenne. Parce que plein de députés avaient fait des recommandations. Il est venu dire que vraiment, que l'armée est un corps d'élite. Mais dans notre pays, on pense que l'armée est un outil d'éducation des enfants perdus. Chaque famille n'envoie dans les forces de défense et de sécurité que leurs enfants qui n'ont pas pu éduquer. Alors que c'est l'élite de la famille qui devrait être là-bas pour que ça soit un outil de développement, surtout pour pouvoir mettre en place un dialogue civilo-militaire qui puisse être au bénéfice du pays. Il ne comptez pas sur moi, tant que je serai à la tête de ce recrutement, je le ferai selon les bases et les règles universelles. La profondeur du gâchis était abyssale. Ça s'est confirmé. Lansana Conté meurt, les jeunes militaires prennent le pouvoir, on a eu des passages exceptionnels à des grades. Les officiers guinéens étaient devenus
plus des porteurs de grades que des gradés. Oui. Ah oui, tout le monde veut être gradé. Mais en fait, c'était des récompenses pour qu'il y ait de l'accalmie. Ouais. Parce que ce sont des gens de non-droit qui ont porté la puissance publique sur eux. Donc, j'ai vu par quel moyen aujourd'hui cela est corrigé depuis 2021. C'est le mérite maintenant. Le mérite, c'est des écoles. Des écoles militaires sont créées en Guinée. Des curricula militaires sont créés en Guinée. C'est au sortir de ces curricula et de ces programmes qu'on est promu d'un grade à un autre. Cela est une source de sécurité. Et cela ne pouvait pas être mené par un chef d'État civil, qui qu'il soit. Ce sont des acquis qui sont encore fragiles. Pour les consolider et pour les mettre à un niveau irréversible, il faut donc qu'il y ait un militaire. Pas un militaire, un universitaire qui a été reconduit ou transformé en militaire à la faveur d'un recrutement, mais par un militaire de carrière. C'est ce que nous avons aujourd'hui en main. Et troisièmement, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. La fougue, la rigueur. Et ils ne sont pas redevables à quelqu'un. Un politique, quand tu viens la première année, tu veux d'abord récompenser ceux qui t'ont aidé. Oui, à être au pouvoir. C'est le partage. Le partage du butin. Ouais. La dernière année de ton mandat, sur les 5 ans de mandat, donc la première année est passée. La dernière année, c'est encore le partage pour être réélu. Donc, tu ne consacres qu'environ 3 ans au développement du pays. Quel gâchis. Donc, ce n'est pas le cas du président Doumbouya. Non, ce n'est pas le cas du président Doumbouya. Aujourd'hui, il n'a dit à personne qu'il va être candidat. C'est le peuple de Guinée qui lui demande de l'être. La majorité. Ce n'est pas tout le peuple, mais la grande majorité. Voici un peuple qu'on ne dirige pas, on le suit. Le peuple de Guinée, on ne le dirige pas, on le suit. Aujourd'hui, la volonté populaire est qu'il continue ce qu'il a commencé. C'est pourquoi moi, je me suis engagé maintenant en tant qu'acteur politique, ayant vu qu'il a plus de côté positif que de négatif. Je dis, je m'engage pour consolider ce qu'il est en train de faire au bénéfice de la Guinée. Donc, à votre avis, son arrivée au pouvoir est salutaire? Absolument. À la date d'aujourd'hui, après le recul et ayant vu les réalisations qui ont été posées, cela est vraiment salutaire. Aujourd'hui, les aéroports, les aérogares guinéens sont en train d'être reconstruits, sont en train de refaire, comme je vous ai parlé tout de suite, des chemins de fer. Oui. Les routes entre les villes, les routes domestiques dans les centres-villes sont en train d'être avancées. Il y a un nouvel outil constitutionnel qui est en chantier, qui a bénéficié d'une approche participative et itérative. Par la participation, les conseils du CNT sont allés demander au peuple de Guinée ce qu'ils attendaient pour avoir une constitution qui nous ressemble et qui nous assemble. Ils ont fait ce travail, ils sont venus de manière itérative rendre compte pour voir si ce qu'ils ont écrit pour le peuple de Guinée correspond à leur prescription. Et aujourd'hui, ce travail est en train de passer dans des mains d'experts pour que nous puissions avoir un outil dynamique au service du développement de la Guinée. Pour que les coups d'État puissent être un lointain souvenir. C'est pourquoi j'aime bien celui qui a eu l'initiative de dire que ce n'est pas un coup d'État qui s'est fait en Guinée, mais c'est une rectification institutionnelle. Est-ce que le fait que Alpha Condé ait pris un 3e mandat n'est pas un mandat de trop et qui a donné l'occasion à l'armée de prendre les choses en main? C'est la partie visible de l'iceberg. Vous savez, j'ai assisté à la fin de 2 régimes. Quand un régime arrive à son apogée, les clans se forment. Le chef pense qu'il a le contrôle de tout, alors que désormais tout lui échappe. Pendant ce temps, quand cette période arrive, les luttes internes entre ceux qui sont au sein du clan deviennent plus fortes que la lutte contre l'adversaire commun. Ce qui fragilise les systèmes.
Donc, généralement, c'est toujours, comme on dit, il y en a qui dit qu'on ne voit pas la paille qui crève l'œil. C'est de là que cette paille apparaît de manière inattendue et ça met fin au système. C'est cela. Je pense que le professeur Alpha Condé a eu 40 ans de lutte, 11 ans de gestion du pouvoir, 51 ans dans la vie d'un homme, même s'il est centenaire, c'est beaucoup de sacrifices pour le pays. Il mérite qu'on lui rende un hommage. Franchement, il mérite qu'il apprenne à prendre du recul pour qu'il puisse rester dans l'histoire positive de la Guinée. Les Guinéens ne connaissaient pas Mamadi Doumbouya. C'est Alpha Condé qui a présenté Mamadi Doumbouya avec fierté lors d'un défilé, à l'occasion d'une fête de l'indépendance. Il ne doit pas se dire en disant aujourd'hui que c'est un narco. Cela amène l'intelligentsia à dire, donc c'est un narco qu'il a amené dans notre pays pour qu'il prenne les forces spéciales et qu'il soit aujourd'hui à la tête du pays. Je pense que ce discours doit changer. Il doit se mettre en hauteur. Donc c'est injuste. C'est injuste. Alors, vous qui êtes observateur de la vie politique, vous êtes même acteur, hein, parce que vous l'avez rappelé ici depuis le temps de Lansana Conté. Et donc, il y a des Guinéens qui me disaient que Sékou Touré, donc lui, le père de l'indépendance, a pu maintenir la Guinée, la cohésion en Guinée. Et aujourd'hui, depuis sa disparition, les gens ont constaté qu'il y a quand même de l'antagonisme ethnique. Et en Guinée, est-ce qu'à votre avis, ça a toujours existé et que Sékou Touré l'avait calmé, ou bien c'est après Sékou Touré? C'est après Sékou Touré, on ne pouvait pas, on n'osait pas. Sékou Touré était presque arrivé à la création d'une nation. La nation guinéenne, dont l'unité est la famille. Il avait cimenté, c'est la deux choses sur lesquelles il ne tergiversait pas. L'unité nationale et le respect du denier public. Ouais. Moi, je suis rentré à l'université en 84. Donc, j'étais assez grand pour avoir vécu la Première République. Je suis né dans une concession de fonctionnaires où il y avait 10 familles. Toutes les ethnies étaient là, toutes les 4 régions de la Guinée. Personne ne regardait l'autre à travers son ethnie. Je vais vous raconter une anecdote. Ce qui peut être une des clés de la réussite et de la prospérité de la création de la nation en Guinée. Il y a un pacte séculaire entre la grande mosquée de Kankan, donc de la Haute-Guinée, et la mosquée de Timbo. Dans ce pacte, il est stipulé quand 2 enfants de ces 2 communautés sont en querelle, les familles respectives cherchent de régler. En cas d'insuccès, on vient au niveau de la tribu. En cas d'insuccès, on vient au niveau de la communauté. En cas d'insuccès à ce niveau aussi, les communautés vont au niveau des 2 mosquées. Si les 2 enfants refusent de s'entendre, les 2 communautés décident de les excommunier. De les exclure, carrément. Excommunier. Vous pensez que la mauvaise compréhension et la mauvaise maîtrise de la démocratie du type occidental qu'on nous a imposé devant la conférence de Bâle aurait pu résister à cela? C'est pas possible. Nous avons des valeurs culturelles et cultuelles qu'il faut déterrer. J'étais à Kankan il n'y a pas longtemps. La deuxième communauté en termes de densité à Kankan et à Haute-Guinée, ce sont les Peuls. L'avenir de la République de Guinée est métis. Quiconque a une vision réductrice qui ramène à lui. Aucune région ne peut faire élire un Guinéen à la tête du pays seul. Ouais.
il faut la participation de toutes les communautés. Toutes les communautés. Aucune communauté n'est suffisante. Ça, c'est un don de Dieu. Aucune communauté n'est suffisamment bien implantée, plus forte en Guinée pour faire élire seule. Ça veut dire qu'il faut que son don la main. Moi qui vous parle, je suis originaire de la forêt. Ma maman est née au Fouta, à Labé. Elle a fait son école à Mamou, au Fouta. Elle a épousé mon père à Mamou. Mes deux premiers grands frères sont tous installés depuis 40 ans. Au Fouta, ils ont fait des enfants métis. Qu'est-ce que moi je vais avoir comme problème avec les peuples? C'est pas possible. Non, non, non. Vous êtes trop... Dès l'instant que vous enlevez la démocratie, les Guinéens deviennent un. C'est la démocratie mal assimilée qui a créé le repli identitaire. Je pense qu'après une trentaine d'exercices, il faut vouloir s'arrêter, tirer les leçons et aller de l'avant. Il y a une sagesse chez nous qui dit dans plusieurs langues que quand je viens à Afrique 1, la première fois en rentrant, je trouve une baie vitrée qui est très propre, je peux me cogner la tête. On va dire, ah, il ne savait pas. Mais je ne peux pas dire que chaque fois que je viens à Afrique 1, je me cogne la tête à la baie. On va dire qu'il fait exprès. Il fait exprès, mais c'est une malédiction. Oui. Ah oui, hein? Il faut un nouveau paradigme pour la Guinée et pour l'Afrique. Alors, donc, pour les partis politiques actuels, parce que là, en 2025, donc, à votre avis, il y aura le vote constitutionnel pour la nouvelle constitution. Normalement au mois de juin. Au mois de juin, donc, mais il n'y aura pas assez de temps pour pouvoir organiser quand même des élections présidentielles. Ah si, si, si. Et l'outil qui est le plus important qui est en train d'être attendu, c'est le fichier électoral. Il y a un rassemblement national actuellement de l'habitat et des hommes, des citoyens, et qui aura un caractère duquel on va tirer la liste électorale. Donc ça sera possible, je crois, cette année de pouvoir faire au moins le vote référendaire, le scrutin présidentiel, et que l'année prochaine, qu'on puisse faire l'élection parlementaire, les élections communales, et enfin les élections régionales, que les Guinéens ne connaissent pas. Oui. Parce qu'en réalité, depuis qu'on a mis en place le code des collectivités, on ne doit plus avoir de gouverneurs de région. D'accord. On doit avoir des maires centraux. Des présidents de région, En fait, des maires centraux, c'est-à-dire les 13 mairies de Conakry, une fois élus, font un vote pour pouvoir mettre en place la mairie centrale. Ah d'accord, le maire de la capitale. Le maire de la capitale ou le maire des grandes villes. Mais il n'existe pas de maire il reste de mais c'est un gouverneur. D'accord, ok. Ils sont nommés. Alors qu'il devrait avoir un maire. Un maire. Oui. Donc le processus de décentralisation et de déconcentration va connaître son aboutissement pendant le règne. Donc c'est déjà écrit dans la nouvelle constitution. C'est écrit même dans la précédente constitution, mais il n'y avait pas la poigne nécessaire, la volonté politique nécessaire pour pouvoir arriver à cela. C'est avec le CNRD que cela va connaître pour la première fois. Ça a été voté par la législature à laquelle j'ai appartenu. Et cette législature s'est arrêtée depuis 2009. Ça fait 16 ans. Donc avant 16 ans, il y a au moins un quart de siècle que cet outil est à notre disposition qui n'a pas pu être mis en œuvre. Et cette fois-ci, ça sera mis en œuvre grâce au leadership. Au président Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya. Ben, il y en a aussi qui disaient que la Guinée donc, est très riche, et potentiellement, mais la Guinée n'a pas eu de chance d'avoir des bons dirigeants. Donc, certains disent à part Sékou Touré qui a pu maintenir l'union. Donc, vous croyez que Mamadi Doumbouya, maintenant, symbolise ce leadership et ce chef d'État qui va sortir la Guinée de cette situation. Vers la fin du règne, le président Sékou Touré, paix à son âme, il avait dit, la révolution quittera le pouvoir, elle va sembler tomber dans l'oubli, elle sera en hibernation. Elle va renaître de sa plus belle naissance et cette période va coïncider à l'arrivée du Guinéen de type nouveau et de l'Africain de type nouveau. C'est l'Africain qui n'a aucun complexe vis-à-vis de l'Occidental. C'est ce qui correspond à la période.
À cette période-là. Mamadi est en Guinée, les Diomaye Faye sont au Sénégal, Oui. Assimi Goïta est au Mali, Traoré est Au Burkina. au Burkina, là, les Tchadiens qui sont là, ils deviennent de plus en plus nombreux. En plus, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, il dit. Les Guinéens de type nouveau et l'Africain de type nouveau. Donc, Sékou Touré, il a quasiment prophétisé ça. Il a prophétisé cela et c'est en train d'arriver. Et c'est déjà arrivé. Donc, cette génération qui est au On a pouvoir demandé, il n'y a Afrique, pas longtemps, on a demandé au président Paul Kagame quel est le secret de sa réussite. Il dit qu'il lit les tomes de Sékou Touré et il les met en application en les adaptant aux réalités du moment, au contexte actuel de son pays. Moi, je suis né militant du PDG. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ceux qui sont qui ont le leadership de la classe politique guinéenne, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais je l'ai dit en 2013 que Alpha Condé sera le dernier président de la République de Guinée né avant l'indépendance, c'est-à-dire qu'il soit né sujet français. Donc, vous avez prophétisé ça aussi vous-même. Ce n'est pas prophétisé, il fallait le comprendre. C'est un constat. C'est un constat, en fait. Il y a une période à tout. La politique est une réalité sociologique qui est liée à la génération. Regardons autour de nous ce qui se passe. Un des indicateurs majeurs pour savoir que la classe politique là ne peut plus servir la Guinée, ça arrive bientôt, c'est le mois de Ramadan. Aucun d'eux ne peut jeûner. Ouais. Pour des raisons de santé. De santé. Ah oui, carrément. C'est un indicateur. Parce qu'ils ont pris de l'âge aussi. À l'usure du pouvoir. Et nous n'avons pas besoin désormais d'un chef d'État ou d'un prétendant chef d'État qui a pour métier politicien. Et la plupart, les chefs de parti, la plupart ont occupé des hautes fonctions. Hein. Des hautes Premier fonctions. ministre. Premier ministre, ministre. En tout cas, ce qu'ils ont mis en place, toute leur fortune et tout, on n'a pas connu leur famille. Ils n'ont pas hérité. Ils ont pris dans les caisses de l'État et pour se mettre au soleil. Aujourd'hui, je pense qu'il faut passer table rase de tout ça et dire voici la nouvelle direction et avec la nouvelle génération. On ne peut pas prendre le pouvoir. Mamadi Doumbouya est un fils lointain ou premier petit-fils par rapport au décalage d'âge par rapport à Mamadi Doumbouya. Culturellement, tu ne peux pas prendre l'héritage familial au grand-père pour donner ça à un frère, à ton père ou à ton grand frère. Oui. Tu le garderas ou tu le passeras à ceux qui sont derrière parce que dans une course de relais, le témoin se passe par derrière, pas devant. Alors, donc, on voit les images là, vous avez effectué donc un déplacement dans différentes localités et on peut les commenter ensemble. Donc, vous avez... Nous sommes à Dabola. Qu'est-ce qui était le message que vous les avez apporté? Le message qu'on a apporté, c'était de dire aux populations de Kankan qui est le fief du RPG. Pour leur dire, celui qui est à l'écran, c'est Aluseni Makanera Kake, c'est le coordinateur général du mouvement de la synergie. C'est pour leur dire, nous ne venons pas vous débaucher de vos partis politiques. Nous venons simplement vous dire que vous pouvez être 100% militant et cadre de vos partis et soutenir 1000% Mamadi Doumbouya pour qu'il continue ce qu'il a commencé à faire. On est parti d'un constat tout simple. Le premier constat, RPG. Cette mission, c'était pour mobiliser vraiment le RPG pour la cause du RPG, donc rappelons-le, c'est le parti de Alpha Condé. Oui, d'accord. C'est ce qui est compris. Mais le RPG n'existe plus. À la faveur de la création du RPG Arc-en-Ciel, tous les partis qui ont accepté de se mettre ensemble ont commencé d'abord par déclarer leur dissolution. Ah oui. En premier lieu, le RPG et tous les partis qui ont accepté ce principe. D'accord. Donc, c'est le rassemblement de plusieurs partis, plusieurs mouvements. C'est un collectif de partis qui ont décidé de créer un parti commun qui s'est appelé RPG Arc-en-Ciel, dont la conditionnalité administrative et juridique était la dissolution de tous les partis qui ont composé cette alliance politique. Donc, le RPG Arc-en-Ciel a remplacé le RPG et les partis qui l'ont rejoint.
Et au moment où le RPG a été créé, le professeur Alpha Condé est déjà président de la République, la Constitution ne lui permettait pas d'être à la tête d'un parti politique. Donc, il n'est pas le leader du RPG Arc-en-Ciel. Il était le leader du défunt RPG. Mais partant déjà de la dénomination du RPG, c'est le rassemblement du peuple de Guinée. Ce n'est pas le rassemblement du peuple de Guinée pour Alpha Condé. Oui. Il y a nuance. Il y a nuance qu'il faut lever. Rassemblement du peuple de Guinée, pourquoi? Pour le mieux-être de la Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer va dans le sens de la construction du mieux-être de la Guinée? Si oui, alors pourquoi ne pas poursuivre? Mamadi Doumbouya, son père était du RPG. Sa maman était responsable du RPG. Lui-même, il était du RPG. Nous sommes allés jusque dans le grain où il évoluait en communauté d'âge, ce qu'on appelle là-bas les grains. On les visité. Vous savez, je suis acteur politique. Comme la philosophie de la politique le dit, on se bat en politique pour accéder au pouvoir et s'y maintenir. Moi, j'ai décidé d'être en politique pour accéder au pouvoir et maintenir, en tout cas, que le pouvoir soit de mon côté, et non pas pour accéder à l'opposition et m'y maintenir. Ouais. Parce qu'il y a cette nuance. Donc, vous êtes du camp des gagnants. Écoutez, il y a un vieux diplomate qui m'a dit, en 91 aux Nations Unies, à l'époque là, j'étais le porte-parole de la jeunesse africaine, j'étais allé pour porter le discours de la jeunesse africaine qui venait de se réunir à Dakar. Il m'a dit, jeune homme, je te donne un conseil. Même si sa volonté est d'aider les faibles, il faut appartenir au camp des forts. Parce que c'est à leur sein que la décision se prend. Ah ouais. Alors, et si on parle un peu les partis politiques en Guinée actuellement? Plus de 200. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition est crédible aux yeux de la population? Mais l'opposition, par rapport à quoi ou par voilà. rapport à... Est-ce qu'on peut même parler d'opposition, en effet? Avant les prochaines élections, ça appelle les élections parlementaires qu'on saura qui est premier parti, qui ne l'est pas. En fonction de la puissance de représentativité dans les différentes instances politiques. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le multipartisme intégral ne nous a pas servi. La législature à laquelle j'ai appartenu a voté une résolution portant financement des partis politiques. 0,05% de l'assiette fiscale. À mon avis, contrairement à l'évaluation que le ministère de l'administration territoriale est en train de faire en classant les partis en règle, celles qui doivent être dissoutes, celles qui sont en observation, tu ne peux pas demander à un parti politique de te donner sa fiche de gestion financière alors que tu lui as rien apporté comme denier. Il n'a pas de denier public à gérer. Qu'est-ce que l'État a vérifié dans ses comptes? Il n'a qu'à vérifier s'il a des sources, qu'il a des financements en provenance d'une puissance extérieure hostile à la Guinée. Oui, en ce moment, la loi va s'appliquer. À mon avis, au profit des prochaines élections parlementaires, on doit considérer qu'un parti envoie un autre. On calcule ce qui représente 0,5% de l'assiette fiscale. Donc, la représentativité en nombre de sièges. En nombre de... Non, en fait, on prend 0,5% de l'assiette fiscale. Le montant obtenu, on divise à part égale sur le nombre de partis. Et on dit à tous les partis, vous avez obligation d'aller aux élections législatives. Les élections parlementaires. À l'issue de ce scrutin, les 3 premiers partis restent les seuls agréés en République de Guinée, les autres font de la fusion-absorption. Ah ouais. Ça sera démocratique et légal. Après cette manne, qui est désormais une loi, va être distribuée aux 3 premiers partis de la Guinée. Et dès l'instant qu'on a 4 régions naturelles et qu'on n'agrée que 3 partis, aucun parti ne va avoir une identité régionale. Si elle veut... C'est votre proposition? C'est ma proposition. D'accord. En tant qu'acteur. Pour moi, c'est un des raccourcis. Ça doit se passer comme ça. C'est une des solutions qui peut être démocratique,
qui donne le même accès à tout le monde, la même chance à tout le monde. Allez, prêt, partez. Donc, on commence dès la prochaine législature. Après la prochaine législature, après le vote référendaire, la Constitution est votée, elle est promulguée, les élections législatives ou parlementaires sont programmées, on prend cette manne, on distribue à tous les partis politiques à part égale. On est prêt, partez. Les 3 premiers qui arrivent restent les seuls partis agréés à Guinée. On aurait triché qui? Voilà, personne. Alors, donc, bientôt on va arriver. On va parler aussi le volet économique. Oui. Et la monnaie également. Donc, est-ce que, à votre avis, le président Doumbouya, s'il se porte candidat et qu'il est élu, est-ce qu'il va changer la monnaie guinéenne actuellement ou bien regagner le... Oui, parce que j'ai vu le président Doumbouya qui avait convoqué les acteurs des mines. Oui, les gens venaient prendre des permis, ils leur donnaient, il n'y avait pas un délai là-dessus, ça devenait un outil de spéculation pour eux qu'ils plaçaient dans les bourses pour lever des fonds. Maintenant, c'est fini, c'est totalement assaini. De nouveaux permis sont en train d'être donnés et l'obligation de rapatriement des recettes d'exportation devient une réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons une monnaie qui se stabilise. Mais elle est encore très faible quand même. Non, c'est un processus qui a démarré. Je vous dis qu'en 2000, en tant que profane, oui. En 2021, 1 euro était presque à 12 000. Oui. En 2025, 1 euro, c'est moins de 9 000, c'est un peu plus de 9 000 francs. D'accord. Il y a une amélioration, oui ou non? Oui. Donc, ça veut dire que le franc guinéen a pris du poids. A pris du poids. Ça améliore le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, vous avez aujourd'hui l'accès à... Tous les retraités ont aujourd'hui accès à la prise en charge à 80% de leur santé. Les salaires ont été presque doublés. Le fonctionnaire guinéen, aujourd'hui, reçoit à temps son salaire et cette augmentation n'a pas forcément pris une amputation d'une nomenclature budgétaire pour mettre sur les salaires. On a simplement fait un recensement biométrique pour supprimer tout ce qui était livré, pour que la manne qui existait déjà soit repartie et qu'on ait un meilleur salaire pour les Guinéens. Et vous avez parlé de sa rigueur, oui. Donc une rigueur militaire. Et est-ce que cette rigueur sera mise au service aussi de lutte contre la corruption? Mais ce qui est aujourd'hui, pour ceux qui suivent l'actualité en Guinée, les gens ont pensé que le fait qu'il ait déclaré que sa main ne tremblera pas devant la corruption, ils pensaient que c'était juste une déclaration politique, comme les hommes politiques, les acteurs politiques savent le faire. Même ceux qui sont dans son cercle proche, personne. Il a tellement rétréci les mailles que très peu de gens peuvent passer. Parce qu'ils sont devenus des mastodontes, donc ils ne peuvent plus passer à travers les mailles. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption a pris une dimension réelle et appréciée par le peuple de Guinée. Très bien. Et la vieille classe politique, donc ceux qui ont des partis politiques comme Sidya Touré, comme Dalein Diallo, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas préférable de leur permettre de se présenter, de se mesurer, et que si la population les renvoie à la retraite, avant que pour éviter que la loi le renvoie à la retraite? Ce n'est pas la loi qui les envoie à la retraite, mais ça, on veut résoudre un problème qui n'est pas encore posé. Ouais. Moi, je suis mathématicien de formation. On ne peut pas résoudre un problème qui n'est pas encore posé. Il n'est pas encore posé la problématique de la non-candidature de ces leaders. D'accord. On finit avec l'adoption de la nouvelle constitution. On regarde ceux qui sont en conflit avec la loi, donc la justice. On règle les partis au sein desquels il y a des conflits. Et après, ceux qui seront dans la loi, c'est la Cour constitutionnelle qui décidera de leur candidature ou de l'acceptation de leur candidature ou non. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya.
Ce n'est pas le CNRD. Oui. Une fois que la Constitution est votée, il y aura des outils, il y aura des institutions qui auront la charge de cela. Pour moi, ça c'est une fuite en avant, c'est une peur de dire qu'il y aura ça. Ce n'est pas encore arrivé. C'est une crainte. Non, mais cette crainte, elle n'est pas fondée. Elle n'est pas... Donc... Vous savez, si je me dis, attention, le parquet de ce studio-là est très glissant, j'ai 50% de risque de tomber. Je suis déjà formaté à cela. Très bien. Eh bien, donc, nous arrivons au terme de l'émission. Donc, face à la caméra, vous donnez votre mot de conclusion concernant donc, la Guinée actuelle et pourquoi les Guinéens doivent adhérer aujourd'hui à la politique du président Doumbouya. Ben, à tout moment, j'appelle tous les Guinéens à user de la magie du verbe. Quand ils veulent parler de la Guinée, quand ils peuvent parler des dirigeants de la Guinée, que ce qui sort de leur bouche soit positif pour le pays. C'est pas pour rien que dans nos religions, on dit toujours que quand vous faites des bénédictions, de le faire en groupe. Parce qu'au moment où vous parlez ce jour, vous ne savez pas quel est le relationnel entre vous et notre Créateur. Positif pour la Guinée. Tu es pour Mamadi? Tu n'es pas pour Mamadi, sois pour la Guinée. Même ceux qui sont au centre, on nous a appris à l'école, la révolution nous a appris le centralisme positif. Soyez au centre, mais penchez vers les idéaux et les orientations données par Mamadi. Je voudrais simplement que les Guinéens de la diaspora agissent et réfléchissent comme Alpha Diallo, qui m'a donné l'opportunité d'être là. Quand il prend la parole, quand il prend sa plume, alors qu'il n'attend rien des autorités en place parce qu'il a une vie assez équilibrée, il veut travailler pour le pays. Que cela soit notre marque de fabrique et que le reste, c'est le destin qui s'accomplira. Voilà mon mot de la fin. Eh bien, je vous remercie beaucoup, honorable Cheikh Tidiane Traoré, donc le vice-président, vice-coordinateur général de la synergie Mamadi Doumbouya 2025, et de passage à Paris en ce moment. Donc, nous le recevons sur ce plateau, le plateau Afrique 1, dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Et nous suivrons de près donc la politique guinéenne, vous qui êtes un fin observateur de cette politique, parce que vous l'avez décrit ici, vous l'avez détaillé de façon particulièrement juste, en effet. Merci. Alors, donc nous remercions les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Nous remercions également le responsable de la régie, Faisal Sidiki, d'avoir assuré le déroulement de l'émission. Je remercie également les téléspectateurs d'avoir suivi notre émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans Face à l'Afrique. À très bientôt. Merci.